Si vous aimez les Darkin, vous allez être servi avec cette vidéo, puisque Legends of Runeterra a sorti en tout 3 extensions contenant du lore sur les Darkin. Et ensemble, toutes ces nouvelles cartes racontent une histoire épique. J'avais déjà parlé un petit peu de cette histoire dans une de mes précédentes vidéos, mais maintenant, ça y est, elle est complète, donc je peux tout vous raconter. Ce n'est pas une histoire canon par rapport à la Runeterraverse, comme j'ai décidé que j'allais l'appeler, mais elle vaut quand même largement le coup d'être racontée. Si vous voulez vous mettre à jour concernant les Darkin et leur histoire canon, j'ai une vidéo complète qui explique tout, mais sinon, voici un résumé rapide. Les Darkin étaient autrefois tous des transfigurés, des guerriers dieux de l'empire de Shurima qui a obtenu leur pouvoir grâce au disque solaire. Mais après une guerre cataclysmique contre le néant, les transfigurés ont commencé à devenir fous. Leurs esprits totalement tordus par les folies qu'ils ont entreaperçues de l'autre côté du voile entre le monde matériel et le vide total et éternel du néant. Et quelques siècles plus tard, quand Azir, l'empereur de Shurima, leur guide et raison d'être, est mort, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les transfigurés se sont lancés dans une guerre les uns contre les autres pour prendre le contrôle des vestiges de l'Empire. Voyant le carnage provoqué par cette guerre, les entités célestes du mont Targon, les manifestations, ont décidé d'intervenir et ils ont aidé les humains à enfermer les âmes de tous les Darkin à l'intérieur de leurs armes, qui ont ensuite été cachées à travers le monde. Depuis, certaines de ces armes ont refait surface. L'épée d'Atrox, l'arc de Varus et la faux de Rast. Et voilà à peu près là où on en est aujourd'hui dans le lore canon. Maintenant, voici ce qui concerne les extensions de Legends of Runeterra. Récemment, les disciples de Maître Yi, qui s'est installé à un temple ionien avec Wukong pour enseigner le Wuju, ont trouvé une nouvelle arme Darkin, appelée les Seigneurs des Darkin. Yi comprend que cette arme est extrêmement dangereuse et décide de la cacher au fond de son temple. Mais malheureusement, Kain a ressenti ce nouveau pouvoir Darkin et organise un assaut sur le temple avec l'aide de ses disciples de l'Ordre des Ombres. On retrouve à travers les différentes cartes de la première extension les détails de cet assaut. Maître Yi et ses disciples qui se battent contre Kain et les siens. On voit par exemple le transfuge noxien qui infiltre le temple. Si vous regardez bien, il y a les pieds d'un des élèves de Maître Yi là. On voit ensuite qu'il affronte le disciple Vastaya, un élève de la tribu Shimon d'où vient Wukong. Il y a également un affrontement entre la transfuge éclaireuse et June, l'élève prodige de Maître Yi, à l'intérieur du temple. Comme toujours, les cartes de Kain offrent 2 possibilités. Soit il se fait posséder par Rast, soit il arrive enfin à totalement prendre le contrôle de l'arme et devient l'assassin de l'ombre. Dans le cas où il se fait posséder, Rast défonce tout le monde et prend possession des seigneurs des Darkin, et l'histoire s'arrête là. Mais dans la timeline où Kain prend le dessus, l'histoire se complique. Kain affronte alors Maître Yi dans un combat singulier, et pendant ce temps-là, June entend les seigneurs Darkin l'appeler, une voix dans sa tête qui tente de l'attirer. Et finalement, en voyant les corps de ses camarades autour d'elle, et dans un acte désespéré pour sauver le temple, elle s'empare de l'arme afin d'utiliser son pouvoir contre Kain. Malheureusement, elle n'est pas assez forte, et elle se fait posséder par Xolani. Xolani est une des Darkin les plus puissantes du lore. Du temps où c'était une transfigurée, c'était une soigneuse légendaire, aimée et adulée de tous, avec des statues et des villes entières construites en son nom, notamment celle dans laquelle se trouvent Kai'Sa et Talia quand elles se font attaquer par Rek'Sai et sa progéniture dans la cinématique de L'Appel. Arrivé au temps de la guerre des Darkin, Xolani était devenu l'ennemi juré d'Atrox, et ses pouvoirs se sont développés en une hémomancie terriblement puissante, une magie du sang qui lui permettait de contrôler le corps des autres Darkin et les forcer à se battre pour elle. Retour au présent. Une fois que Xolani a pris possession du corps de June, on peut s'imaginer que le temple est rapidement rendu à l'état de ruine. Et je pense que Kain et Maître Yi s'enfuient, conscients qu'ils ne font pas le poids face à elle. Aussi, rappelez-vous que, pour en arriver à cette suite d'événements, Rast a été absorbé par Kain et il n'apparaît donc pas par la suite. Xolani se rend alors à Shurima, à un de ses anciens temples entretenus pendant des millénaires par ses disciples. Le pouvoir de Xolani lui permet de contrôler les corps de ses alliés et ennemis, mais aussi les absorber afin qu'ils fassent partie d'elle, un peu comme Atrox absorbe les corps de ses victimes pour devenir de plus en plus fort. Les développeurs ont expliqué que dans le lore à la base, avant d'être corrompu et devenir un Darkin, Xolani souhaitait sauver tous ceux qui l'entouraient. Mais maintenant, elle veut plutôt les contrôler, parce qu'elle ne leur fait pas confiance pour s'occuper d'eux-mêmes. On retrouve cette volonté dans une de ses voicelines. Life is precious. It must be protected. Traduction, la vie est précieuse, elle doit être protégée.
À travers Runeterra, les autres Darkins qu'on connaît, Varus et Atrox, ont ressenti la résurrection de Xolani et réagissent en conséquence. Dans les cartes de Varus, on apprend que les deux âmes humaines qui partagent son corps avec lui ont peu à peu réussi à le faire sortir de sa folie Darkin. Et maintenant, Kai, Valmar et Varus travaillent ensemble d'un commun accord. Ils ont recruté des soldats à qui ils ont transféré une partie de leur pouvoir afin d'affronter Xolani ensemble. Atrox aussi, de son côté, quand il ressent la résurrection de Xolani, son ancien Némésis, décide de rallier ses anciens soldats pour l'affronter. De nombreux Darkins réagissent à son appel et refont surface à travers les différentes régions de Runeterra. Les devs ont décidé de faire un Darkin par région, avec une arme différente pour chacun d'entre eux, et du coup, voici la liste. À Noxus, il y a la baliste Darkin, qui a donné vie à Naganeka de Zurita. Apparemment, ce serait grâce à une poule qu'elle aurait pu se libérer. Mais passons. Des muscles antiques se contractèrent une nouvelle fois. La guerrière entendit l'appel de son général et sut où l'on avait besoin d'elle. Au sud, dans les terres qu'elle avait autrefois connues sous le nom d'Ikatia. Petite parenthèse, Naganeka était également dans l'histoire Crépuscule des dieux, et c'est l'une des 3 Darkins qui n'ont pas été oblitérés par Mihisha, l'ancienne manifestation du crépuscule avant Zoé. Les 2 autres qui ont survécu sont Valeva et Sebotaru, qui ne font pas partie des nouvelles cartes Legends of Runeterra, mais il y a peut-être une bonne raison pour ça. Il serait possible que Valeva soit la sœur de Varus, et il serait également possible que Sebotaru soit le prochain champion Darkin qui sortira sur LoL. Mais ça c'est juste mon hypothèse personnelle. Vu que c'est un loup à 4 bras, et que dans l'annonce du champion, ils avaient fait plein de jeux de mots sur les chiens, je me suis dit que ça ferait sens. Bref, retournons à nos Darkins. À Demacia, il y a l'égide Darkin, qui a été confiée à la maison Fortis pour être gardée et mise en sécurité sans jamais être utilisée. Bon, elle a été utilisée, et on se retrouve avec Joral, un autre fidèle serviteur d'Atrox, qu'on voit d'ailleurs en arrière-plan sur son splash art. Joral, un grand tacticien transfiguré, aussi connu sous le nom de l'Égide éternelle, semblait immunisé à toutes les attaques, même celles des dieux guerriers de Shurima. Mais la guerre contre le néant n'en finissait pas, et si jamais le corps de Joral ne céda, son esprit, lui, se brisa en 1000 morceaux. Belle référence à la guerre contre le néant. Au Freljord, il y a la lance des Darkins, enfermée dans la glace, qui donne vie à Anaka. Son hôte est un soldat de l'armée de Sejuani. Anaka, comme Naganeka, ne perd pas son temps et part directement en direction de Shurima pour assister Atrox, son général. Les tribus freljordiennes et cités démacianes qui se trouvent sur son chemin n'avaient qu'à pas être là. Avec une vigueur retrouvée, la grande guerrière Anaka fila en direction du sud, à travers Freljord et jusqu'aux terres de Demacia. Les avant-postes firent de leur mieux pour repousser son assaut, mais nul mortel ne saurait s'interposer entre la fureur d'Anaka et la lâche qu'il avait attisée. La lâche qu'il avait attisée fait évidemment référence à Xolani, son ennemi. À Zone, il y a une harpe qui enferme Stiratu. Elle avait été cachée là-bas longtemps avant le cataclysme qui avait scindé la ville en 2. Son hôte est un mineur de Zone. Stiratu surgit de la raffinerie dans une explosion de rage et d'impatience. Sa fureur était déjà célèbre bien avant que la folie ne corrompe son esprit. Mais à présent, ils allaient tous payer. D'abord ici, dans cet empire de la technologie, puis au sud, où elle combattrait une nouvelle fois aux côtés de son général. À Bilgewater se cache le harpon des Darkins qui donne vie à Ibaros, et on dirait que son hôte est un des monstres marins de la région. Au début, en lisant la citation qui accompagne sa carte, je n'étais pas sûr de quel côté il voulait s'allier. Ibaros, le champion des dunes, s'extirpa des eaux. Le sang qui courait dans ses veines était toujours chargé du même désir d'antan, celui de servir, d'obéir, de se soumettre. Vu que Xolani contrôle les gens par la magie du sang, je me disais qu'il se peut que Ibaros ait envie de se soumettre à elle et la laisser le contrôler comme dans le passé. Mais en voyant les voicelines de Atrox et Ibaros, c'est quand même assez clair que Ibaros est bien sous les ordres d'Atrox. Ibaros, old friend, let us end this. Traduction, Ibaros, mon vieil ami, terminons ça ensemble. Et comme vous le savez, Atrox ne parle pas aussi gentiment avec ses ennemis. Aux îles obscures, on retrouve la hallebarde d'Arkin qui permet à Tarrosh de revenir à la vie en prenant pour hôte un dragon.
La légende raconte que Tarosh était sur le point de détruire Xolani lorsque les Targoniens attaquèrent les Darkines. Au fil des siècles, il sentit la terre autour de lui devenir corrompue, souillée par la pourriture et la puanteur perpétuelle de la mort. Il ne rêvait que d'une chose, plonger Xolani dans cette même souffrance une fois qu'il serait à nouveau libre. À Targon, il y a la magnétite des Darkines qui donne vie à Orazi. L'hôte de Orazi est un golem, un des golems / colosses protecteurs de Targon. Ceux responsables de l'emprisonnement des Darkines pensaient peut-être qu'enterrer Orazi, la légendaire guerrière, dans un orbe de métal stellaire permettrait d'atténuer sa furieuse volonté. Mais lorsque son général s'éveilla, Orazi fit de même, et elle se rendit compte que même les anciens protecteurs de Targon pouvaient être tentés par des promesses lointaines. Emprisonnée dans une matière céleste brûlante, Orazi était dotée d'une perspective supérieure. Elle entrevit les secrets du cosmos ainsi que la période de temps infinie qui existait avant et après son existence. Elle apprit tant de choses, mais rien n'amenuisa la haine qu'elle éprouvait pour Xolani la lâche. Elle a beau avoir une sagesse céleste, elle déteste toujours autant Xolani, et dans son splash art, on peut voir qu'elle s'affronte. Ensuite, à Ionia, il y a l'éventail des Darkines, caché dans le royaume spirituel en fait, et il y a une citation de Shen sur cette carte. Sur le pont entre les mondes, je sens depuis longtemps la présence d'une ombre qui palpite d'une rage silencieuse. Je connais parfaitement les dangers encourus si quelqu'un s'aventurait dans les ténèbres à sa recherche. Mais dernièrement, cette sensation est devenue plus forte, plus rapide. Je crains que les créatures du royaume spirituel ne se mettent bientôt à sa recherche. Du coup, là, c'est carrément un esprit qui devient l'hôte de ce Darkin, qui s'appelle Pra. L'appel de son général le tira de son sommeil. Alors qu'il retrouvait ses sens, Pra remarqua un voile face à lui, et, de l'autre côté, une terre luxuriante et inconnue. Lentement, inexorablement, il franchit ce voile et foula une nouvelle fois le sol de Runeterra. Pour Atrox, pour la victoire, pour la paix, pour la mort. Visiblement, la magie qui a permis d'enfermer les Darkines n'était pas parfaite. Et encore, c'est pas fini. Le dernier qui reste, c'est le bâton des Darkines, qui a été caché dans le monde des Yordles, et qui donne vie à Balkux. En soi, c'était une bonne idée. À leurs yeux, les bois de Bandle semblaient un endroit parfait pour cacher une arme des Darkines. Par essence, il est impossible d'y retrouver son chemin, et les Yordles sauraient se tenir à l'écart d'une telle malveillance abjecte. Mais les Targoniens n'avaient pas anticipé les effets que la puissante magie de Bandle aurait sur la flore locale. Et là, l'hôte de Balkux est en fait un arbre, un très gros arbre quand on voit le splash art. Côté pratique, il n'a pas de sang et ne risque pas d'être contrôlé par Xolani. Balkux sentit les branches de l'arbre saisir le bâton dans lequel il était emprisonné. Il les agrippa donc en retour. Sa vie jaillit du bâton des Darkines et se répandit dans les branches anciennes de l'arbre. Il n'y avait nul cœur à contrôler ici, nul sang à dominer. Balkux pouvait enfin retourner auprès de son général et expier ses offenses passées. On comprend que, dans la première guerre des Darkines, Xolani avait réussi à contrôler Balkux et le retourner contre Atrox. Voilà pour la liste des nouveaux Darkines. Maintenant, retour à l'histoire. Tarosh et Orazi sont les premiers à arriver sur le champ de bataille et tentent d'empêcher Xolani d'utiliser l'autel des Darkines pour accumuler encore plus de pouvoir. Malheureusement, leurs efforts ne suffisent pas. Xolani arrive à les battre et les absorber. Et désormais, elle se sent assez puissante pour affronter Atrox directement. Et cette nouvelle guerre des Darkines promet de secouer tout Runeterra. Et pour empêcher le chaos et la destruction qu'ils apporteront, Miira, la manifestation de la justice, et la mère de Kayle et Morgana, refait son apparition. Miira avait disparu depuis près d'un millénaire, et on n'avait pas vraiment de nouvelles à propos d'elle depuis qu'elle a fait apparaître l'épée divine qui a donné leur pouvoir à Kayle et Morgana. Et désormais, elle revient dans toute sa gloire, accompagnée de sa fille Kayle pour affronter cette ancienne menace. Niveau design, elle ressemble à un ange, tels qu'ils sont décrits dans la Bible. Beaucoup d'ailes et beaucoup de yeux. Et elle a des messagers, des vouivres séraphiques et des gardiens des lois qui, en fait, font partie d'elle. Ils sont décrits comme étant des extensions de la volonté de Miira et elle s'en sert notamment pour contacter Ryze et lui demander son aide dans la bataille à venir. Mais Ryze ne vient pas tout de suite.
Ça fait des siècles qu'il observe l'humanité enchaîner les catastrophes, et il se demande si ses efforts pour les sauver ne seraient pas futiles. Il utilise donc des éclats de runes pour plonger dans le passé et observer différents événements qui ont formé Runeterra pour déterminer s'il devait intervenir. Avec l'éclat de Vénération, il a pu voir le moment où les manifestations ont piégé Aurelion Sol avec leur couronne magique afin de puiser dans son pouvoir. Avec l'éclat de Violence, il observe la bataille d'Ikatia jusqu'au moment où l'artefact qui a permis au néant de pénétrer dans Runeterra a été utilisé. Avec l'éclat de Folie, il voit la première guerre des Darkines et la destruction causée par le premier affrontement entre Atrox et Xolani. Avec l'éclat d'espoir, il observe Viego qui plonge Isolde dans les eaux de la vie et cause la destruction et la ruine des îles bénies. Et enfin, avec l'éclat de trahison, il se rappelle de son maître Tyrus qui a été corrompu par le pouvoir de Rune Tellurique pendant la guerre runique. Au final, ses souvenirs l'ont rassuré d'une chose. Malgré ses défauts, l'humanité ne méritait pas d'être anéantie, et il accepte d'aider les êtres célestes à combattre pour Runeterra. Mais pendant ce temps, l'affrontement final avait déjà commencé. Xolani contre Atrox et le reste de ses soldats, pendant que Mira et Kayle essayent de les empêcher de détruire le monde. En regardant les évolutions des cartes de Xolani, on peut voir qu'elle devient de plus en plus forte au fur et à mesure de la bataille. Xolani regarda Anaka tomber à genoux, vaincue par l'adversaire qu'elle cherchait désespérément à détruire. Lentement, le cœur d'Anaka commença à battre à l'unisson avec celui des autres. Xolani avait désormais un autre corps à contrôler. Elle a donc absorbé Anaka, le Darkin du Freljord, et ensuite, elle arrive même à battre Mira et absorber son pouvoir également. Plus. Toujours plus. Même Mira, la légendaire héroïne, ne pouvait résister à l'incroyable puissance de la traîtresse. La terre semblait frémir au rythme du pouvoir émomantique qui grandissait en Xolani. Celle-ci s'arrêta pour observer le champ de bataille, le cœur empli de joie. Bientôt, le monde serait uni. Il ne serait plus que paix, amour et silence. Xolani est devenue tellement puissante que la terre elle-même répond à sa volonté. Et il ne reste qu'une seule façon de la battre. Ryze, sûr de son choix, utilise enfin l'ensemble des runes telluriques pour vaincre Xolani et sauver Runeterra. On ne sait pas exactement comment, mais perso j'imagine un scénario à la Thanos où Ryze claque simplement des doigts et Xolani disparaît. Mais Riot a également prévu ce qui se passerait si Xolani en sortait vainqueur, et c'est ce qu'on voit dans la lignée des skins corrompus. L'ensemble des manifestations et transfigurés qu'on retrouve dans les cartes de Legends of Runeterra se retrouvent soumis à la corruption de Xolani. Pour le coup, je trouve cette lignée de skins extrêmement classe, même si ça veut dire que c'est la fin du monde. Mon préféré, c'est probablement Panthéon, même si Xerath a quand même vachement la classe, et Renekton est pas mal non plus. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette histoire n'est bien sûr pas canon. Mais on peut quand même se dire que cette menace existe. Ces armes Darkin cachées à travers le monde sont bien là, quelque part, prêtes à être trouvées. Et je pense qu'on va très certainement y être confronté dans le MMO quand il sortira. En tout cas, je suis bien content du contenu que Riot propose à travers Legends of Runeterra. Et j'espère que vous avez aimé découvrir cette histoire avec moi. Si c'est le cas, pensez à laisser un like ou un commentaire, ça aide toujours pour le référencement. Sur ce, je vous dis à la prochaine.